Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Aujourd'hui, on accueille Ibrahim Suleiman, qui est docteur maintenant en intelligence artificielle, et on va discuter avec lui autour de l'intelligence artificielle, bien entendu, de son sujet de thèse, de ses approches qu'il a pu utiliser et plutôt de ses approches qu'il a pu proposer. Et on discutera de tout ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser en commentaire. Comme ça, plus tard, on pourra les envoyer à Ibrahim et il pourra répondre. Bonjour Ibrahim, comment tu vas? Bonjour Anis, je vais super bien, merci. Ah, super. Merci de C'est m'avoir invité. c'est vraiment une joie de t'avoir aujourd'hui, en fait, dans ce format-là. Donc, ça fait un moment maintenant qu'on a commencé à mettre cela au point, discuter avec des personnes, parce que certes, je présente parfois des théories sur l'intelligence artificielle. Je peux parler du deep learning et tout ça. C'est intéressant parce que c'est moi, je le fais, mais je trouvais que Mm, c'était aussi plus intéressant de discuter avec d'autres personnes du domaine, avoir le point de vue sur des questions sociétales autour de c'est l'intelligence ça. artificielle et tout. Donc, D'accord. on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Enchanté tout le monde. Comme Anis a du coup présenté mon nom et prénom, moi actuellement en fait j'avais fait une thèse en IA sur tout ce qui est traitement automatique des documents via des approches en fait questions-réponses. Et actuellement, en fait, je suis dans des missions freelance où j'essaie d'aider d'autres entreprises à pouvoir apporter en fait ces solutions IA dans les environnements de production. Juste pour retracer un peu mon parcours, moi j'avais fait à peu près le même master en IA en fait avec UNIS à l'université d'Aix-Marseille. Et avant, je fais une licence en informatique tout court, en développement. Du coup, je le fais dans mon pays natal à Djibouti. Et du coup, voilà un peu pour retracer mon parcours. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, ton sujet de thèse, si je ne me trompe pas, s'intitule Apprentissage automatique et sans modèle a priori des liens sémantico-structurels entre les champs dans un domaine. C'est ça. Non, mais en fait, toujours les titres sont un peu, sont pas faciles à prononcer. Juste pour l'anecdote, en fait, avant-hier, j'étais à la remise des diplômes de plusieurs doctorants, et souvent les titres d'une thèse, c'est pas le, ce serait mieux de le mettre en deux mots. Peut-être il y a un sujet, un débat autour de ça, Ouais, mais juste pour recentrer en fait sur cet élément-là. Oui, en fait pour synthétiser, c'est l'apprentissage euh, des liens sémantico-structurels. Ça veut dire quoi concrètement? C'est en fait, par exemple, dans un document, par exemple, ou notre type d'information, on a l'information sémantique, c'est-à-dire, en fait, par exemple, le texte, qu'est-ce que ça représente? mm, Et en fait, il y a d'autres informations. Cette information, par exemple, le texte est placé dans le cadre d'un document en DD. Du coup, il y a des mots qui sont alentour, des mots qui sont en bas, par exemple, ou en haut. Et du coup, l'objectif, c'est de mieux représenter ou mieux comprendre, en fait, ces mots selon les contextes qui l'entourent ou selon les liens, en fait, graphiques qui l'entourent dans le document. ok. Donc, pour rappel, juste quand on parle de lien sémantique, sémantique, c'est déjà le sens en fait des mots. Donc, C'est ça. c'est un lien, genre, du point de vue du sens entre différents mots en fait. Après, quand tu lis avec beaucoup de calme, tu comprends de quoi il s'agit quand même, quand tu es du domaine. Mais quand tu n'es pas du Ouais, domaine, c'est beaucoup de blablatage. Tu te dis, mais tout c'est ça, vrai. pourquoi? Donc, si tu On peux. peut aller directement à l'essentiel, ouais. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une meilleure compréhension de la sémantique dans un document. Voilà. Donc, ça, Et voilà, pour faire passer une thèse et faire avoir de publications, il faut avoir un titre aussi. c'est vrai. Les titres, C'est ça compte ça, beaucoup. c'est Ça compte ça, ouais. beaucoup. Même dans les articles, les titres des articles et tout. C'est, Ouais, c'est ce qui est parfois accrocheur. c'est ça. Donc, est-ce que tu pouvais nous dire, tu pourrais nous dire plutôt, pourquoi tu as choisi ce sujet de thèse? En fait, je vais retracer un peu l'histoire. Comme ça sera peut-être mieux pour les personnes qui nous écoutent de comprendre un peu le parcours de comment ça se fait en fait, comment choisir un sujet de thèse et autres, même si il y a beaucoup de personnes qui ont expliqué. Du coup, moi, après mon master 2, j'avais fait en fait une année où j'étais à l'école centrale, des transitions où en fait, j'avais pas trouvé une thèse et je voulais pas aller un peu dans le mode d'entreprise. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et dans cette année, en fait, j'avais fait un stage dans une entreprise qui s'appelle toujours Use et qui traite les documents.
Et dans ces contextes, en fait, après le stage, quelques mois en fait d'ingénierie avec eux, ils m'ont proposé de faire une thèse chiffre avec du coup cette entreprise pour pouvoir notamment en fait répondre à des thématiques ou des interrogations qui les intéressent particulièrement. Notamment en fait l'enjeu principal, c'était par exemple de pouvoir extraire n'importe quel type d'information dans des documents via des questions-réponses, parce que le modèle ou le modèle qui est en production, en fait, il était limité à certains types d'informations. Il pouvait extraire des informations limitées. Et du coup, on s'est dit, OK, pourquoi pas ne pas faire une thèse pour un peu explorer beaucoup plus de éléments à extraire via du coup les besoins clients. Et c'est dans ces contextes que du coup on a construit les projets de la thèse, on a posé les titres, les axes de recherche, et finalement ça a été accepté et on a commencé du coup la thématique sur cette option-là. Du coup finalement je dirais pas que j'ai choisi le sujet, mais c'est plutôt le sujet qui m'a choisi. Ok, ok, Et c'est les contextes qui a fait en sorte que en fait au fur et à mesure des années, je me suis retrouvé à faire une thèse. ok, ok, ben c'est compréhensible. En gros, si j'ai bien compris en tout cas, c'est que tu n'avais pas prévu de faire une thèse, tu partais en cycle, tu sortais en tant qu'ingénieur dans une entreprise et bon, l'opportunité s'est présentée à toi et tu l'as saisie. Tu t'es dit, ok, C'est ça. pourquoi pas en fait. C'est ça. En fait, j'avais juste en fait, j'avais déjà fait des recherches pour des thèses et autres. Je me suis dit, en fait, c'est pas facile de choisir parce qu'en fait, ils t'engagent sur 3 ans, même plus, Hmm. pour un diplôme que tu vas obtenir et peut-être qu'il sera pas valorisé après. Ouais, Du coup, surtout en j'ai pris le France. temps, ouais, j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à ça. Et finalement, en fait, comme c'est toujours mieux la thèse en fait offre cet environnement de pouvoir creuser beaucoup plus un domaine spécifique. Je me suis dit, tant qu'on est jeune, pourquoi pas ne pas se lancer. Et après, on verra en fait la suite, qu'est-ce que ça va donner. Ok, mais tu n'avais pas pensé à une thèse en laboratoire plutôt qu'en entreprise ou tu as préféré en fait une thèse beaucoup plus appliquée, c'est ça? Oui, 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 oui. En fait, personnellement, je préfère en fait du coup, déjà les aspects applicables, que ce soit en fait dans l'IA ou dans d'autres. Et je vois beaucoup plus en fait l'intérêt de ce que je fais lorsqu'on intègre en fait ces solutions très rapidement. Mais concrètement aussi, certaines thèses en fait, pour juste prendre la similarité, il y a par exemple des tests qui se font dans le labo qui sont pas tests chiffres, mais qui font à peu près la même chose que moi. La seule différence en fait, c'est juste à la fin de ma thèse chiffre, la solution que je propose, elle sera utilisée du coup par l'entreprise dans leur environnement de production pour pouvoir apporter du coup des solutions à leurs clients. Alors qu'une thèse, par exemple, dans un labo, il y a des publications, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas obligation en fait que cette solution puisse être utilisée, par exemple, par une entité ou autre. Ouais, 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 je comprends clairement. Et du coup, tu as travaillé sur l'extraction de documents, donc d'informations dans des documents. Quels C'est étaient ça. les enjeux pour toi? Les enjeux principaux, c'est en fait surtout lorsqu'on traite les documents, juste pour rappel, en fait, le type de documents que je traite, c'est par exemple le facture, le bon de commande, et beaucoup de types de documents en fait un peu différents qui se rapprochent en fait de ces formats-là. Mais en fait, comment on sait, par exemple, nous tous, on manipule de documents du type facture, par exemple. Et ces factures, souvent, en fait, il y a des formats spécifiques. Certains, par exemple, sont bien en fait encadrés et les éléments sont bien positionnés, etc. Alors que, par exemple, dans d'autres compagnies, on peut se retrouver à avoir, par exemple, des documents où il y a vraiment beaucoup de bruit. Des éléments, par exemple, certains écrits des éléments manuscrits dedans, par exemple, et on peut trouver dans ce cas-là, en fait, beaucoup d'éléments qui peuvent empêcher, du coup, une compréhension simple et rapide de l'information qui se trouve dans le document. Ok. Et aussi, il y a un autre enjeu en fait, que j'ai abordé dans le cadre de cette thèse. Lorsqu'on, par exemple, on a une entreprise, ce qui est réel, c'est ça, c'est qu'en fait, une entreprise, elle n'a pas les données, en fait, telles qu'elle voudrait. Par exemple, supposons que on veut, par exemple, classifier des documents ou extraire des informations. Dans ces contextes, en fait, ce qu'on va avoir, par exemple, c'est des données qui sont en déséquilibre. C'est-à-dire, par exemple, pour certains types de classes, on aura beaucoup d'exemplaires, des milliers d'exemplaires, alors que pour d'autres, on a par exemple 5, 10, voire moins.
c'est le cause principale, c'est que par exemple, en fait, les clients, Mm. ben, en fait, il y a des grosses clients qui envoient des milliers de documents par jour, alors que d'autres, bah, en fait, c'est des entrepreneurs un peu qui vont envoyer, par exemple, des documents, un ou deux documents par mois. Et cette diversité fait en sorte que, ben, en fait, l'entreprise se confronte à un déséquilibre. En plus de bruit, en fait, qui peut se trouver dans le document et des formats qui divergent. Et c'est dans ce contexte ou ces axes-là, on me dit, OK, ben là, qu'est-ce qu'en fait, via ces problématiques, on peut aborder comme solution pour, bah, par exemple, extraire des informations, classifier ces documents, pour permettre, par exemple, à aboutir à ce qu'on voudrait au final, qui est d'extraire tout type d'informations via des questions-réponses. Ok. Juste pour souligner aussi, c'est en fait là actuellement tout ce qui est ChatGPT ou les éléments en fait des langages qui sont apparus à l'époque, c'était ben en fait on n'avait pas beaucoup d'éléments, surtout au début de la thèse où en fait les motets des chatbots ou autres n'étaient pas aussi répandus. Du coup, ben en fait c'était un peu le début où on s'est dit ok, on va offrir en fait à nos clients un espace où ils pourront du coup interroger via des questions simples en fait une base de données des documents qui les aident. Ok. Donc les documents, c'était des documents sous forme de texte ou c'était des images plutôt? Parce que là, tu as parlé de facture. C'est Donc, ça. c'était C'était quel les genre? deux, du coup. Les deux. C'était les deux. C'était le deux, en fait. Du coup, il y avait ben, l'information textuelle et l'information visuelle. Du coup, le texte, ben, en fait, au début, ben, les clients de l'entreprise ont envoyé tout type d'informations. Par exemple, tout type de documents, ça peut être des images tout court, ça peut être des PDF, parce que ça peut nous arriver, par exemple, de scanner une facture et de pouvoir vouloir extraire des informations. Et ben, c'est tout type de document. Ben, en fait, il y a un processus qui va manipuler ces informations pour uniformaliser tout ça. Et par exemple, d'avoir à la fin ben, un texte via l'OCR et une image qui va permettre d'entrer en fait dans les modèles ces éléments-là. Ok. Donc là, tu m'emboîtes un peu le pas. Est-ce que tu as parlé de OCR? Donc, qu'est-ce que Oui. c'est concrètement? L'OCR, en fait, c'est un outil qui va permettre d'extraire le texte au sein, par exemple, d'une image ou d'un autre type de document où, en fait, c'est pas facile. C'est du coup la character recognition, c'est la détection de caractères. Et pour ça, bah, en fait, il y a plusieurs techniques qui existent dans l'état de l'art qui permet, par exemple, de prendre une image, détecter les pixels de format et d'entraîner, par exemple, un petit des modèles d'apprentissage profond ou des modèles via des règles et à la fin, par exemple, d'obtenir un fichier en sortie qui est un texte du coup qui peut être un texte tout court ou des informations, par exemple, de localisation, comme par exemple la position du mot dans les documents ou par exemple d'autres métadonnées en fait qu'on pourrait avoir dans l'image. Ok. Et dans ton approche, en fait, tu as utilisé le Mhm. visual question answering. C'est Et ça. si tu devais expliquer simplement peut-être à un élève de terminale, ce serait quoi? Bah, c'est cette vidéo, tu la regardes, par exemple, tu as envie de poser une question, tu le poses dans le chat et imagine qu'il y a un chatbot qui va te répondre. Qui va te dire, par exemple, OK, sur cette image, par exemple, tu t'es dit, Ibrahim, c'est quoi par exemple, la fleur qui est à côté de toi, c'est quoi le nom, etc. Tu poses une image, une question sur une image, une vidéo, et tu obtiens, en fait, une réponse très simple via un humain Mm, ou mm. selon le modèle qu'on utilise, en fait, via, du coup, des modèles détectés. Ok, donc toi, tu étais plutôt sur du multimodal pendant toute ta C'est thèse. ça. En fait, on a essayé d'abord de faire fonctionner les modèles en fait en unimodal. Surtout au début, on s'est concentré beaucoup sur les textes euh, et on a vu que ben en fait dans les cadres de documents que ben en fait d'exploiter l'information visuelle pouvait aider dans beaucoup de domaines, beaucoup de cas, à pouvoir mieux extraire, pouvoir mieux classifier ces informations. Ok. Donc, ce qui m'amène à te poser la question, finalement, tu as fait un peu de traitement automatique de la langue, tu as fait un peu de vision Oui. par ordinateur. Donc, tu ne Mhm. penchais pas plus d'un côté que de l'autre. Mhm. Donc, c'est la question, est-ce que tu penchais plus d'un côté que de l'autre? Parce que moi, par Ah exemple, oui. au master, on a fait tout ça, mais moi, je suis très traitement automatique de la langue plutôt que vision par ordinateur. Certes, Mhm. je peux appliquer des méthodes de vision par ordinateur et tout,
Mais j'ai Oui. plus tendance à me raccrocher toujours au traitement automatique de la langue parce que bon, j'aime bien. Est-ce que toi, tu es plutôt vision par ordinateur ou traitement automatique de la langue ou bien comme ça vient, tu le prends? Moi, je suis plutôt en fait traitement de automatique de la langue, mais en fait, certaines applications peuvent faire en sorte, par exemple, pour mieux comprendre du coup la langue, qu'on puisse utiliser d'autres types de modalités, qui est par exemple le visuel. Ouais. En fait, l'objectif principal de ce que je fais, ou par exemple dans le traitement, c'est de comprendre vraiment le sens du mot, de pouvoir construire de meilleures représentations. Et pour ça, bah, en fait, utiliser par exemple une information visuelle. Supposons par exemple qu'on a un mot dans un document, qu'on veut mieux le comprendre. Si par exemple on utilise les pixels ou les éléments en fait, une compréhension globale de l'image, ça permet par exemple d'enrichir cette information qu'on a par exemple de la langue pour permettre du coup au modèle de mieux comprendre les informations. Du coup, je suis plutôt base en fait en NLP, du coup, un traitement automatique de langue. Mais au fur et à mesure, je me suis formé sur le traitement d'image, en utilisant aussi d'autres méthodes de transformeurs, comprendre un peu les enjeux du traitement d'image, pour mieux combiner en fait ces demandes et pouvoir aboutir du coup à cette thèse et du coup au prototype final qu'on voudrait. Donc, pour revenir à ta thèse, en fait, quelles étaient les principales hypothèses que tu as mis en place? Et est-ce que tu as pu les vérifier finalement? Oui, c'est pas facile au début, surtout dans un contexte en fait chiffre. Les hypothèses, en fait, par exemple, on supposait que, OK, en fait, on a des documents, on veut extraire tout type d'informations, qui est, par exemple, les informations textuelles seraient mieux impactantes, qu'il y aura certains types de questions qui seront beaucoup plus faciles que d'autres. En fait, on avait souligné plusieurs hypothèses de ce type, et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que certaines hypothèses étaient vérifiées, certes. Par exemple, la complexité de la question pouvait impacter du coup la réponse, du coup la qualité de la réponse. Ça a été vérifié. Il y a d'autres hypothèses, par exemple, quand on a supposé aussi la qualité de la document, du document pouvait aussi avoir un impact. Mais tout ça, en fait, au fur et à mesure, on a découvert aussi que certaines hypothèses nous ont permis, par exemple, de construire d'autres hypothèses sur une meilleure compréhension, pour finalement, du coup, vérifier certains et mettre de côté des hypothèses qu'on avait au début, qu'on se disait, OK, ça, c'est peut-être un élément qui pourra faire la différence, mais qui finalement n'a pas abouti à grand-chose. Ouais, ok. Et pour les hypothèses, là, tu parlais du fait que certaines questions étaient plus dures à traiter que d'autres. C'était quel genre de questions, en fait, qui étaient plus dures à traiter? En fait, par exemple, il y a deux types de questions. En fait, il y a des questions, par exemple, qui peuvent être dans le cadre de Visual Custom Storing, qui peuvent être simples. Comme j'ai dit, par exemple, quel est le nom du fleur qui est à côté, etc. Faut détecter déjà l'objet, Ouais, ou détecter l'élément en soi. Mais en fait, la question en soi, elle est assez simple. En fait, c'est le nom d'un objet. ouais, Mais si en fait on dit par exemple une question, qu'est-ce qui est par exemple, quel est l'objet qui est derrière une chaise, qui se trouve en haut de tel objet? Du coup, ces types de questions en fait, qui lient du coup plusieurs objets dans une image ou dans un document sont beaucoup plus complexes à traiter parce qu'en fait, il faut comprendre déjà détecter chaque objet séparément, de construire un lien entre ces objets-là pour savoir qui est en haut, qui est en bas, quels sont les liens, etc. Et du coup, d'apporter une réponse au final. Et du coup, c'est ce type de questions, par exemple, où certains clients, dans mon contexte, n'arrivent pas, par exemple, à mettre un mot très facilement, par exemple, pour dire quel est l'élément qui se trouve, quel est le montant ou quel, en fait, objet se trouve dans ces documents. Mais ils vont passer, en fait, via des éléments dans les documents, formuler une question qui peut, du coup, paraître simple pour un humain. Un humain pourra détecter ces objets-là et faire du coup la comparaison, mais pour une machine très compliquée, parce que en fait, comme j'ai dit, il faudra distinguer ces objets-là, les lier entre eux, pour pouvoir apporter du coup d'une réponse. ok, ok, ouais, je comprends. Et l'autre question, en fait, qui vient justement par rapport à la Mm. détection, aujourd'hui, avec les grands modèles de langue, parce que quand tu commençais ta thèse, il n'y avait pas forcément ces grands modèles de langue qui étaient
axé sur le texte et en même temps sur l'image, donc multimodal. Mm. Aujourd'hui, en fait, avec ces approches qui sont Oui. sorties, est-ce que ça t'a aidé durant ta thèse? En fait, ça a un peu chamboulé ma thèse même, Ah. dans le sens où euh, lorsqu'on est au milieu de la thèse, surtout, c'est une période où c'est un peu chaud parce qu'en fait, tu as construit des choses ou des contributions et finalement, la science ou même la communauté ou même le progrès scientifique fait en sorte que ce qui que tu as développé ben, s'est trouvé un peu dépassé. Et dans ce contexte-là, ben, en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire dans... Est-ce que j'ai mis de côté carrément tous les travaux, en fait, ou tous les éléments que j'avais fait et j'utilise ces modèles de langage large qui ont des meilleures performances, qui bat beaucoup de corpus, en fait, de performances sur plusieurs corpus. Et je me suis dit, ben, OK, peut-être on pourra tester déjà voir ce que ça donne et pour pouvoir comparer en fait avec mes méthodes classiques que j'avais développées. Du coup, au final, ce que j'ai réussi à mesurer implément en fait dans la thèse, c'était aussi l'impact écologique qu'on pourrait avoir sur ces modèles. C'est vrai que on peut avoir par exemple tendance à aller voir des modèles larges, mais si derrière, en fait, l'information qui va t'apporter ou les réponses qui va te prédire, tu pourrais les faire avec des modèles beaucoup plus simples, beaucoup plus légers, qui ont un impact environnement moindre. Du coup, il faut mieux partir dans cette deuxième direction. Du coup, j'ai pu comparer l'un à l'autre, en fait, ces différents, du coup, à la fois la pollution, à la fois la qualité de la réponse et d'autres éléments. Et finalement, je me suis rendu compte que malgré en fait que certains modèles que j'avais proposés avaient des performances certes inférieures sur certains documents que le modèle large, mais notamment en fait il y avait de certains types de documents, certains types d'informations que ces petits modèles qui avaient vraiment pas beaucoup de paramètres, mais qui étaient optimisés en fait pour certains types de tâches, pouvaient avoir du coup un impact beaucoup plus grand, avoir aussi sur certains types de configurations de meilleurs résultats, et notamment quelque chose qu'il faut bien souligner, avoir un impact environnemental qui est très très moindre en fait comparé à l'entraînement, le fine-tuning en fait de ces modèles. Ouais, ouais, clairement. Et moi je suis passée aussi par là parce que je crois ChatGPT, quand il est arrivé, j'étais en milieu de thèse également parce que j'ai soutenu Ok. en 2024. Mhm. Et j'ai eu le même problème aussi. Je me suis posé la question, je me suis dit, oh, purée, est-ce que ce que je fais est obsolète? Donc, C'est ça, une question que je me suis posée. Et puis après, je me suis dit, ben, écoute, tu as déjà commencé sur tes hypothèses, c'est pas maintenant que tu vas les changer. c'est Peut-être ça. que ce que tu peux faire, c'est dire, OK, dans tes perspectives, c'est de tester sur les grands modèles de langue pour voir aussi les comportements. Et moi, j'étais sur un sujet qui Mhm. était assez lié même au grand modèle de langue, c'est les hallucinations. Donc, j'étais sur D'accord, ok. dans le résumé automatique de texte, mais on sait que les grands modèles de langue hallucinaient. Donc, à chaque fois, la question revenait de est-ce que tu as testé Mhm. sur un grand modèle de langue? Mais bon, je ne pouvais pas dire ok, j'ai testé sur un grand modèle de langue parce que je ne l'ai pas fait au départ. J'ai essayé Mhm. vers la fin, en tout cas, d'utiliser ces grands modèles de langue, mais surtout pour augmenter mes données, pour optimiser mes modèles. Mais j'étais C'est restée ça. sur des modèles relativement petits. Je dis relativement parce que déjà des modèles à base de transformers et tout. Donc, Ouais. les readings contextuels et tout ça sont assez grands quand même. Donc, Mhm. relativement petits, je dirais. C'est une très très bonne chose. Surtout, bah, en fait, en cette période, moi notamment, j'ai beaucoup de questions en fait sur ce que tu as fait dans la thèse, l'hallucination en fait des modèles, Ouais. surtout le LLM en fait, parce que il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, lorsqu'on veut intégrer des outils LLM dans une entreprise, bah, il y a des questions en fait où tu vois que le modèle part un peu dans vrille. Oui. Pas dans tous les sens. C'est pas toujours facile. Du coup, bah, en fait, il y a des approches qui commencent à émerger pour mieux comprendre ces phénomènes, mieux l'exploiter, tu es certainement mieux placé pour moi d'y répondre. Mais notamment, en fait, il y a un élément qui m'a très récemment en fait attiré ma curiosité qui s'appelle les règles. Ouais. Je ne l'ai pas abordé en fait je l'ai pas fait dans la thèse, mais je me suis formé un peu dessus après. Et ça permet, par exemple, de pouvoir extraire certains types d'informations sur des données que le modèle n'aurait pas vues auparavant. Ouais. Du coup, ça peut avoir un impact positif sur certains types d'éléments.
C'est ça. Donc, pour expliquer, en fait, les RAG, c'est basé sur de l'indexation. Donc, tu as ton LLM, donc supposons que Mm. tu as peut-être ChatGPT ou Llama ou Mistral et tout. Et ce que tu vas faire, c'est que tu as aussi des documents complémentaires qui sont comme une base de connaissances. Donc, supposons que ces documents-là, si c'est sur le métier de RH, tu as tous les Mhm. prescrits du métier de RH. Et Mm. tu vas indexer ces documents sous forme de vecteurs, donc d'embedding. J'en ai parlé justement dans une de mes vidéos sur la chaîne. Donc, D'accord. tu fais des vecteurs d'embedding et tu vas en fait, à chaque fois que tu poses une question, aller chercher en fait l'embedding le plus proche de ta question en Ça. termes de réponse. Et ensuite, tu vas passer cela au LLM pour qu'il réponde. Donc, c'est Mm. un peu comme si tu piochais dans une base de connaissances pour répondre en fait à la question de l'utilisateur. Le problème des RAG, en tout cas de mon expérience, c'était la quantité de documents à indexer. C'est-à-dire, lorsque on a beaucoup de documents indexés, ça devient vraiment difficile pour lui de retrouver les bonnes réponses. C'est-à-dire, si on est Mm. sur un nombre limité de documents, ok, ça marche très bien. Mais quand on a plusieurs documents, et en plus de ça, si les documents sont un peu, je dirais, ambigus au niveau des C'est ça. dates, par exemple, il y a un Ouais. texte qui est écrit pour telle date, il y a un autre texte pour une autre date, ça Mm. devient ambigu aussi pour le modèle pour répondre, pour sortir en fait les vecteurs qui sont proches de ta question. Et c'est Mm. là le problème des RAG. Mais c'est déjà une solution qui est viable pour réduire en quelque sorte les hallucinations parce que tu retournes quand même les vecteurs qui sont proches de ta question. Donc tu es sûr que ça provient d'un de tes documents. Mm. C'est l'avantage en tout cas, je dirais, des RAG. Mais à part ça, des méthodes pour réduire les hallucinations. De plus en plus, c'est compliqué parce que on va dire que les modèles de langue, tout ce qui est ChatGPT, ils prédisent Mhm. selon une certaine probabilité. Certes, Ouais. ils ont rajouté une couche par-dessus qui est du reinforcement learning with human feedback et tout ça, Oui, mais tu sais qu'il peut toujours se tromper tout simplement parce que c'est c'est ça. basé en fait sur la prédiction du mot suivant, donc selon des probabilités. Et c'est ce qui cause en fait le problème. Moi, dans le cadre de ma thèse, vu que j'étais sur le résumé de texte, donc on va dire que c'est une génération qui est Mm. conditionnée par le document au départ. Ouais. Donc, j'ai mon document, je veux prédire un résumé de ce document-là. Donc, moi, Mm. je fais partie de l'hypothèse que les informations qui sont dans le résumé doivent être dans le document, doivent provenir du document. C'est ça. Si c'est une information qui ne provient pas du document, c'est qu'elle est hallucinée, en fait. Même si elle est vraie, je considère qu'elle est hallucinée. Mm. Donc, c'était ça, D'accord. en fait, au départ, mon point déterminant. Dès qu'une information est en dehors du document source, je considère qu'elle est hallucinée parce que Mm. on veut le résumé du document. Donc, pour ça, en fait, c'est difficile de définir ce que c'est qu'une information finalement. C'est ça. Donc, j'étais partie sur le principe que les entités nommées sont importantes dans le document. Et donc, si une Mhm. entité nommée ne provient pas du document source, alors elle est hallucinée tout simplement. Parce que les entités nommées, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ok, c'est ça. Si dans mon Mm. document, je dis je vais à Paris, je ne Mhm. veux pas que dans mon résumé, ça sorte je vais à Marseille ou je vais même en France. Je veux Paris en fait. Je veux que Mm. mon idée ressorte en quelque sorte. Et c'est sur ça que je m'étais basée pour faire ma thèse en fait. Donc ça, c'était la première hypothèse. Il y avait d'autres hypothèses, notamment pour le résumé de Mhm. conversation. Est-ce que le sujet de la conversation est conservé du document vers le résumé qui est prédit? Donc c'est comme si j'utilisais en fait des facteurs objectifs pour évaluer quelque D'accord. chose qui est assez subjectif normalement. Donc, est-ce qu'un C'est ça. résumé est bon ou pas? Donc, pour moi, un résumé est bon s'il il satisfait mes facteurs objectifs en quelque sorte. Donc, D'accord. moi, les hallucinations, on ne peut pas les contrôler juste avec un seul truc. Il faut avoir plusieurs facteurs objectifs finalement pour contrôler ces hallucinations. Ouais, c'est vrai que ça dépend de l'objectif aussi de la tâche et tout. C'est ça, effectivement. Et du coup, je pense que tu as travaillé aussi sur l'explicabilité des modèles. C'est bien ça? Oui. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire en fait ce que tu en as déduit? Est-ce que tu as pu expliquer les modèles que tu as utilisés? Parce que toi, tu es en contact avec des clients, donc il faut pouvoir dire aux clients, mon modèle, il a pris telle décision parce que votre donnée est comme ça, pour que le client aussi puisse améliorer ses données quelque part. Donc, comment tu as travaillé dessus et puis quelles étaient tes approches?
D'accord. Juste pour les personnes qui nous écoutent, en fait, un peu pour recontextualiser, qu'est-ce que c'est l'explicabilité dans les domaines de l'IA et tout. Euh, L'explicabilité, en fait, c'est sorti depuis, en fait, on s'intéresse de plus en plus à travers, en fait, lorsque des modèles de deep learning de plus en plus profonds sont sortis, et surtout lorsqu'ils touchent, en fait, des domaines très sensibles, que ce soit la défense, la santé, et même, en fait, dans certains cas de figure, il y a des lois, en fait, européennes qui essaient de pousser ces thématiques, là, actuellement, pour faire en sorte qu'un modèle, lorsqu'il est produit, puisse être au moins, en fait, minimum explicable et autres. Et dans ces contextes-là, il y a aussi, par exemple, des utilisateurs comme moi ou les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui peuvent se demander, par exemple, en fait, aujourd'hui, si ChatGPT ou un autre modèle d'apprentissage vous donne une réponse, pourquoi en fait il vous a sorti cette réponse? Est-ce que, ben, en fait, c'est les contextes? Est-ce que c'est des connaissances qu'il avait? Et ça, ben, en fait, c'est pas facile à répondre. C'est un peu, en fait, on se confronte aux problématiques de bonne en fait, de l'IA où ben, on a beaucoup, beaucoup de paramètres et trouver le cheminement qui nous a amené à cette réponse n'est pas simple. Et c'est pour ça que de plus en plus de chercheurs s'intéressent à ces thématiques-là pour permettre du coup ben, d'expliquer, de rendre un peu cette boîte noire un peu plus blanche vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis des utilisateurs finaux, mais vis-à-vis aussi de chercheurs eux-mêmes en fait sur certaines thématiques. Du coup, pour moi, ce que ma thèse, en fait, comme elle était orientée entreprise ou plutôt client, la finalité, c'était d'expliquer aux utilisateurs finaux, euh, en fait, qui sont des comptables, par exemple, pourquoi un montant, en fait, qu'il a obtenu dans une facture et ces montants qu'on a, par exemple, extrait et pas un autre. Mm. Pourquoi, en fait, il y a telle date, pourquoi, etc. Cette question est venue parce que, bah, en fait, on a constaté, par exemple, que certains clients, pour eux, c'était limpide, en fait, que la réponse qu'ils voudraient, elle était là. Pour eux, c'était lisible, mais les modèles ne pouvaient pas l'extraire. Du coup, ben, c'est là où on a un peu poussé où ils ont poussé d'abord la requête et qui nous ont demandé de pouvoir nous intéresser un peu plus sur ces éléments-là. Et on a un peu essayé de relever le challenge parce que c'est pas facile pour pouvoir du coup à la fin donner un modèle qui pourrait être explicable. Et au final de la thèse, en fait, ce que j'ai réussi à produire, c'était des mécanismes basés sur le mécanisme d'attention qui va permettre, par exemple, de détecter des zones de confiance ou des zones pour pouvoir interpréter ou dire que, OK, la méthode, par exemple, que ce soit la partie textuelle ou visuelle, OK, on a telle réponse parce que dans l'image, j'ai détecté telle zone qui me permet de dire, OK, en plus du texte, par exemple l'information textuelle qui me permet de dire que le montant ou l'information qui te recherche, elle se trouve ici. Ok. Du coup, bah, ça a été un petit, même une vraie contribution sur les éléments que je peux développer sur la thèse. Et au final, bah, les utilisateurs, au final, ils étaient un peu contents pour voir en fait que on peut jouer avec les méthodes deep learning pour comprendre un peu, forcer ces modèles à nous donner des interprétations, chose qui n'est pas toujours facile. Ouais. Et puis bon, je pense que c'est l'avantage aussi d'utiliser de petits modèles pour mieux les expliquer. J'ai reçu quelqu'un avec qui il s'appelle Louis Escouflair, avec qui je Mhm, discutais justement de l'explicabilité. Et il parlait mhm, du fait que eux, ils sont partis des grands modèles pour, par exemple, quand je dis grands modèles, je sais pas, je dirais pas l'âge, mais genre des grands modèles de type Camembert et autres, quand même pas mal de paramètres par rapport à mhm, une régression logistique. Donc, mhm, partie de Camembert, ils ont essayé en fait d'expliquer un tout petit peu les décisions que Camembert prend et les mhm. intégrer justement dans leur modèle de logistic regression pour améliorer le D'accord. modèle en fait. Donc, c'est comme si Mhm, tu utilisais Camembert pour dire, en fait, pour prédire tel item, tu dois en fait te concentrer sur tel et tel mot, tel et tel paramètre. Et donc, eux, derrière, en fait, ils utilisaient cela pour injecter dans le modèle de régression logistique, pour augmenter les performances. d'accord. Et ça marchait plutôt pas mal, en fait. Ok. Euh, Donc, peut-être que l'explicabilité va permettre de revenir à des modèles plus simples, je me dis. Bon, je sais pas. J'espère.
C'est vrai, ça dépend, mais en fait, chacun a son avantage. Je pense que les modèles larges vraiment un peu bouleversé certaines thématiques. Mais je pense que l'orientation qu'on va faire surtout les années qui arrivent, c'est de trouver un moyen de, même avec ce modèle de langage large, trouver en fait un moyen, par exemple, d'injecter des frameworks qui va être imbriqué ou qui va être collé du coup sur ces modèles-là pour permettre du coup d'interpréter ces sorties-là. C'est des choses qui s'est fait de plus en plus. Je vois des articles qui sortent de temps en temps en fait sur des conférences, mais je pense que l'avenir est un peu vers là, en fait, de trouver un moyen de, ne pas forcer par exemple les personnes qui développent le modèle, mais de trouver des éléments vraiment simples pour permettre du coup de comprendre le processus ou même de comprendre des zones ou des éléments qui pourraient permettre d'interpréter du coup le résultat final. Ok. Et pour terminer, il y a une question que je pose à tous ceux qui passent ici, c'est, selon toi, quel est le futur de l'IA? En fait, il y a beaucoup de challenges, vraiment. Moi, particulièrement, l'élément qui m'intéresse le plus, où j'essaie de pousser un peu plus la communauté, c'est sur l'explicabilité, comme je viens de dire, de rendre un peu plus transparent ces modèles larges, parce que, ben, en fait, on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils nous donnent aussi beaucoup de choses en retour. Hmm. Certainement, ils vont devenir incontournables dans notre vie quotidienne pour nous proposer des rendez-vous, pour nous proposer des choses, etc. Même des jobs, etc. En fait, l'application est tellement énorme et ça se voit au plus au plus. Mais c'est de pouvoir, par exemple, de comprendre un peu le processus ou qui achemine en fait ces réponses pour rendre un peu ce boîte noire le plus clair pour les utilisateurs finalement. Je pense que c'est ça le challenge. Après, il y a d'autres challenges où l'IA en fait elle va essayer de répondre, notamment en fait surtout les aspects de confidentialité, pardon, Hmm. qui est par exemple lorsqu'on a que ce soit ChatGPT ou d'autres types d'informations, modèles de langage, lorsqu'on donne des informations qui sont privées, euh, comment en fait faire en sorte que ces informations privées restent vraiment privées, que le modèle ne puisse pas, par exemple, donner cette réponse à d'autres types d'utilisateurs, à des fins qui pourraient utiliser à d'autres fins magnifiques. Hmm. C'est un peu dans ces contextes-là où il y a plusieurs travaux aussi qui se développent dans ces thématiques, prendre un peu plus sécuriser ces modèles pour que tout simplement nos données ne fuitent pas et que chacun d'entre nous puisse, en toute confiance, pouvoir du coup communiquer avec ces modèles, sachant qu'ils sont vraiment opaques, qui ne sortent pas des informations qui vous sont particulières ou qui vous concernent. Ouais. Alors, je pense que c'est des challenges. Après, il y en a d'autres pour chacun, mais personnellement, c'est les deux qui, je pense, qui sont le plus intéressants à pouvoir Ok. répondre. Ben, merci beaucoup, Ibrahim. Et vraiment, comme je t'ai dit, c'est un plaisir aussi de t'avoir sur ce plateau. Merci pour cette discussion. Moi, j'ai apprécié échanger avec toi. Et en tout cas, voilà. Merci encore. Je sais Merci à toi, Inès. Sincèrement, continue, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai tiens à préciser que vraiment, c'est toujours un réel plaisir de voir une personne qui se bat un peu pour faire bouger un peu le ligne, que ça soit pour transmettre la connaissance, rendre les choses un peu plus claires pour tout le monde. pas. Un vrai, 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 un réel plaisir de t'avoir parmi nous et on continue. En tout cas, j'ai Merci. bien apprécié d'échanger avec toi. Merci, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion avec Ibrahim. On a discuté ensemble de son sujet de thèse, de pourquoi il a choisi ce sujet, quels étaient les enjeux de ce sujet. Et aussi, on a vu que c'était une thèse qu'il a fait en entreprise, donc il y avait des enjeux aussi pour l'entreprise. Et si vous avez des questions sur comment choisir un sujet de thèse, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on pourra répondre à cela, que ce soit Ibrahim ou moi, ou peut-être j'inviterai quelqu'un d'autre où on se focalisera uniquement sur comment faire une thèse et ça sera plutôt dans Eureka Talent. Donc abonnez-vous à Eureka Talent si ce n'est pas fait, abonnez-vous aussi à Fotizo si ce n'est pas fait. Je vous dis merci encore, likez, commentez, partagez comme toujours et à bientôt sur Fotizo on AI.